Conférence internationale du groupe Initiative Afrique, GIAF, au Bénin. Le contexte mondial de cette 6e édition est marqué par de profondes mutations. L'Afrique doit également faire face à des dynamiques internes qui méritent toute notre attention. La résurgence des coups d'État et les questionnements sur le modèle de gouvernance à privilégier. L'augmentation du nombre de jeunes Africains qui, au péril de leur vie, tentent l'aventure de l'immigration. Parallèlement, dans les pays d'accueil, la lutte contre l'immigration s'impose comme un thème électoral de plus en plus populaire. Une aspiration croissante des jeunes Africains et de certains leaders à reprendre en main les leviers économiques et à façonner leur propre destinée. Il s'est donc agi de penser les souverainetés africaines dans un monde ainsi fracturé et incertain. Les différentes tendances intellectuelles ont navigué sur la question. L'une des pistes de réflexion a été orientée vers la souveraineté sécuritaire des États africains face aux menaces et aux défis transversaux. En effet, il faut reconnaître qu'avec la vague des indépendances des années 50 et 60, la plupart des pays africains ont constitué leurs propres forces de défense et de sécurité avec des nuances de structuration selon les objectifs stratégiques propres à chaque État. Ainsi, pour développer les capacités militaires requises en adéquation avec l'environnement sociopolitique, le leadership du chef d'État béninois a favorisé un certain nombre de réformes stratégiques. Prioritairement, l'ex-gendarmerie, qui relève des forces armées béninoises, a été désaffiliée et fusionnée avec l'ex-police nationale pour devenir la police républicaine depuis 2017. Conséquence, les tracasseries policières ont diminué et la libre circulation des personnes et des biens s'effectue dans des conditions optimales. La quatrième composante, qui est la garde nationale, vient d'être créée en 2020, qui s'ajoute aux forces armées béninoises. Cette composante est une force d'intervention qui remplit également des missions de police aux côtés de la police républicaine. Elle a deux missions essentielles, mission de coercition de force et de maîtrise de la violence. Elle participe également à la lutte contre le terrorisme. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la construction des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés, qui sont des mini-casernes, qui abritent des unités prépositionnées, munies d'une autonomie logistique, ce qui leur permet d'intervenir pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes ou les groupes criminels organisés. Voilà un certain nombre d'actions que le gouvernement a mises en place. Maintenant, les pertes enregistrées en vies humaines. Dans le cadre du renforcement de la solidarité, une loi a été prise en 2022 concernant la prise en charge et la protection des personnes victimes en mission commandée. Cette loi prévoit la mise à la disposition des familles endeuillées, un capital d'essai de 15 millions de francs CFA et des subventions d'entretien et d'études au profit des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans et également une assurance maladie à titre gratuit. C'est vous dire que les mesures d'accompagnement du gouvernement pour permettre aux forces de défense et de sécurité de remplir leur mission avec abnégation est complètement remplie. Mais de facto, la souveraineté des États africains est globalement érodée par le processus de mondialisation sur les maillons économiques, financiers, culturels, politiques, sociologiques et géographiques. En témoignent les diverses menaces extérieures qui plombent les réformes visant à garantir la sécurité au sein de chaque État africain. Parmi les menaces à la sécurité nationale, nous devons retenir premièrement l'expansion du terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée, en premier lieu. Deuxièmement, la criminalité transfrontalière ou transnationale organisée à travers la prolifération et la circulation des armes, des munitions et leurs matériels connexes, le trafic de drogue, de produits stupéfiants et autres. Et éventuellement, on parlera également des conflits locaux. Et comme troisième menace à la sécurité, ce sont les actes sporadiques de piraterie dans nos eaux territoriales et d'autres activités illicites en mer, telles que les transbordements frauduleux ou les trafics d'armes, de drogue et autres. Face à de pareilles épouvantes,
il est impératif de penser une franche collaboration entre États. La souveraineté sécuritaire au plan régional exige, entre autres, la mutualisation des moyens et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme, la garantie du développement socio-économique, la promotion du dialogue intercommunautaire et le partage d'informations et de renseignements entre les services de sécurité des États. Mais il faudra compter avec l'engagement et l'investissement des institutions africaines. La CEDEAO, avec 15 pays membres, devait prendre le problème en charge et ne pas laisser le Mali aller seul au combat, ensuite le Niger, ensuite le Burkina, etc. Et à un moment, nous avons averti que d'après nos éléments, ces groupes-là avaient une ambition qui irait jusqu'à ce qu'on appelle les pays de la façade atlantique, n'est-ce pas, des pays qui ont une ouverture vers l'océan, et que le Bénin serait visé, le Togo serait visé, probablement le Sénégal, peut-être la Côte d'Ivoire, etc. On avait dit déjà un avertissement comme ça il y a plus de 7-8 ans. La CEDEAO n'a pas réagi. Dans le cas du Mali, par exemple, les pays de la CEDEAO individuellement, comme le Sénégal, etc., d'autres, la Côte d'Ivoire, ont envoyé des troupes pour aider le Mali, mais ce n'était pas ça. Nous voulions une réponse collective de la CEDEAO en tant qu'une forte communauté. Aujourd'hui, on nous dit que la CEDEAO a 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants. Vous imaginez des groupes terroristes qui avaient commencé avec quelques pick-up, quelques 20, 30, 40, 50 combattants. Aujourd'hui, ces groupes-là nous attaquent avec des forces de 400 hommes qui viennent avec des drones, du matériel. Comment eux, ils ont fait pour se renforcer, pour mieux s'organiser, avoir accès aux renseignements, avoir accès à des moyens? Où étaient nos États, où étaient nos armées, où était notre leadership pour comprendre que les États-Unis, la première puissance militaire, économique du monde, a créé une coalition de 60 pays pour lutter contre le terrorisme, ce qu'ils appellent la coalition des pays qui sont d'accord, Coalition of the Willing. Qu'est-ce qui empêchait la CEDEAO de s'organiser avec 15 pays pour prendre en charge le problème du terrorisme? Et maintenant, où est l'Union africaine? Pourquoi on n'a pas eu un sommet de l'Union africaine sur le terrorisme? Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, l'a dit, il faut créer effectivement une conscience sécuritaire, un réflexe sécuritaire au niveau des populations, parce que les données ont changé. Ce n'est plus le Bénin paisible des années passées, le Sénégal paisible des années passées. On a des pays aujourd'hui qui sont sous attaque systématique. Et des gens qui ne nous attaquent pas juste pour la galerie, ils ont des projets. Et c'est des projets politiques. À ça, il faut aussi répondre par un grand projet politique qui est le projet de mutualiser nos forces, mutualiser nos énergies et combattre l'ennemi ensemble. Si la 6e conférence internationale du groupe Initiative Afrique est favorable à la mutualisation des politiques de défense de l'intégrité nationale, qu'advient-il du capital confiance parmi les peuples, entre les États et au sein des armées? Il faut une adhésion populaire de la population et cette adhésion ne peut se réaliser que par la mise en place d'un contrat social robuste à l'intérieur du pays et ensuite une confiance au sein des armées par la construction d'une armée véritablement nationale, par l'inclusion de toutes les diversités nationales dans cette armée, bien sûr avec des missions républicaines en termes de défense du territoire et des institutions démocratiques. Ensuite, il faut une collaboration sur le terrain militaire entre les États. Or, cette collaboration ne peut se baser que sur une confiance mutuelle. Et lorsque le populisme fait que des États voisins engagés dans la lutte contre le terrorisme, qui est une menace transnationale, s'accusent mutuellement pour des raisons populistes, cela fragilise leur capacité collaborative pour vaincre le terrorisme. Sur le front conjoint de la prévention et de la lutte contre l'extrême violence, il est proposé que les femmes soient impliquées dans tous les niveaux du processus de sécurité. Mais pourquoi et comment accroître l'inclusion et la participation des femmes en vue d'un regain de paix et de sécurité? Un État qui veut bien voir ses citoyens évoluer dans la paix et la sécurité doit impliquer les femmes. Et les femmes font quoi en réalité?
nous essayons d'utiliser notre fibre maternelle pour déjà donner les conditions de vie élémentaires aux populations, nos besoins quotidiens, le besoin de se soigner, de se nourrir, de s'éduquer, c'est nous qui nous occupons de ça. Et dans la société, en réalité, quand nos gouvernants doivent s'occuper des populations, et les femmes et les hommes doivent être là. Et les femmes aujourd'hui veulent voir de quelle façon nous pouvons encadrer les populations, particulièrement la jeunesse vulnérable aujourd'hui, qui peut se laisser à tout. Vous voyez, dans ces zones d'insécurité, quand ces gens arrivent assez armés déjà, ils ont les ressources financières, on ne sait pas comment ils arrivent à trouver ces ressources financières pour enrôler nos enfants. Même les femmes, ce sont les femmes qui leur font à manger et tout. Comment est-ce qu'ils arrivent à enrôler les femmes dans ces milieux? Il faut qu'on se pose des questions. Et la raison pour laquelle il faut que nous, organisations de femmes, nous puissions conscientiser, former, renforcer la capacité de ces femmes, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan sécuritaire, que ce soit au plan éducationnel, et qu'au niveau de ces zones également, qu'on puisse voir quelles sont les activités génératrices de revenus qui peuvent marcher et aider les jeunes et les femmes dans ces localités à pouvoir s'autonomiser. Quelqu'un qui est autonomisé ne peut pas se laisser manipuler. Face aux changements géopolitiques, le patriotisme et le panafricanisme de la jeunesse africaine sont interpellés. Que peut prioritairement une jeunesse désœuvrée face à la cybercriminalité, aux flux migratoires massifs et à d'autres menaces du type terroriste qui hypothèquent les vœux et les efforts de souveraineté sécuritaire? Aujourd'hui, la jeunesse constitue en réalité la première cible pour le recrutement et l'enrôlement des djihadistes, du coup des jeunes qui sont impliqués dans les conflits, parfois qui ne choisissent pas ces conflits-là, mais qui se retrouvent en fait dans des zones où l'État est complètement absent, ce qui fait que c'est un terreau fertile à ce que ces jeunes-là soient enrôlés, recrutés assez facilement. Ce que la jeunesse doit faire davantage, c'est véritablement retourner à cette jeunesse vertueuse qui connaît justement les problématiques et qui va jouer un rôle central dans la sensibilisation des pairs, parce que nous devons déployer et développer en fait des modèles de jeunes qui réussissent pour pouvoir inspirer les autres. Que le vrai chemin, ce n'est pas suivre les djihadistes, mais c'est véritablement de contribuer au développement économique et social de nos différentes sociétés. Cette édition de la conférence du groupe Initiative Afrique s'est faite un point d'honneur de confronter les souverainetés nationales et les cultures africaines à la géopolitique mondiale et ses luttes d'influence. Face au phénomène de radicalisation, le besoin de bâtir une identité nationale forte est préant. Mais comment s'y prendre en partant notamment de la culture africaine? L'identité nationale, elle se manifeste où? Elle se manifeste au niveau des sujets concrets qu'on observe à la base. Et donc, pour moi, il fallait restaurer cette dimension-là, donc la dimension communautaire, la dimension individuelle, la dimension sociétale tout court. Il fallait la restaurer dans le débat pour mieux appréhender les débats sur la souveraineté nationale et sur la souveraineté culturelle aussi. Parce que dans la mesure où quand on parle de souveraineté culturelle, c'est qu'à l'échelle de la nation, il y a quand même une culture nationale plus ou moins stabilisée qui peut constituer le ciment à partir duquel le politique peut asseoir les dynamiques un certain nombre de dynamiques. S'il n'y a pas ce ciment culturel, ce fond culturel qui unifie la population et qui la consolide dans son lien avec les dirigeants, il n'y a pas possibilité de gouvernance concertée, il n'y a pas possibilité de parvenir à quelque chose qui soit national. Et donc aujourd'hui, quand on regarde très bien sur nos terroirs, les communautés, les identités culturelles à l'échelle locale sont parfois mises à mal et ne riment pas avec ce qu'on peut considérer comme la culture nationale. Et donc, dans mon propos, c'est vraiment d'attirer l'attention des uns et des autres sur ces aspects pour montrer que la question de la souveraineté, elle est à bâtir, ce n'est pas une donnée. Elle est à bâtir à partir de cette dynamique, d'une meilleure compréhension de cette dynamique, voir les zones de tension. Comme je le disais, plus on s'éloigne de l'État, de la capitale, plus l'État devient lâche. Et quand l'État devient lâche, les gens, qu'est-ce qui leur permet de s'identifier à l'État?
Aucune souveraineté n'est uniquement le fait de l'État central. Elle intègre, à n'en point douter, les dynamiques observées au niveau des terroirs à la base. Et justement, à ce niveau, il est un constat, celui d'une démographie accrue, ce qui implique une présence africaine plus importante dans le monde. C'est plutôt un énorme potentiel pour la souveraineté africaine en termes de créativité, de force de travail et d'influence culturelle. Mais ça veut dire évidemment aussi des risques importants si on ne donne pas ce qu'il faut à ces enfants et à ces jeunes, notamment en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et donc l'investissement dans l'humain qui est absolument capital. Et j'ai aussi insisté sur le fait qu'on avait déjà des signes de progression des industries culturelles et créatives, par exemple les films au Nigeria, la musique, on a des très grandes stars aujourd'hui africaines qui sont connues absolument partout dans le monde, et ça montre une sorte de soft power africain. Mais ce soft power, pour qu'il s'exprime davantage, il faut créer les conditions politiques, les conditions économiques, sociales, et surtout à nouveau l'investissement dans l'humain, la croyance dans la capacité de tous nos enfants, garçons et filles, de réellement incarner cette vision positive du futur du continent. Et le deuxième aspect sur lequel j'ai insisté lors de ma présentation, puisqu'il s'agissait de culture africaine, c'est de dire que une des menaces les plus importantes aujourd'hui au niveau du continent, c'est l'insécurité, c'est l'instabilité politique et c'est la qualité de la gouvernance. Et en fait, tout ça nous ramène à la question du choix de nos institutions politiques et notamment le choix de la démocratie. Et j'ai tenu vraiment à en parler parce qu'aujourd'hui, on a une tendance à une remise en cause du principe même de la démocratie dans notre région ouest africaine et même au-delà, avec des jeunes qui se disent la démocratie a échoué ou d'autres qui disent que la démocratie ne produit pas le développement. Je pense qu'il faut clarifier les termes du débat, il faut clarifier ce qu'on entend par démocratie et à nouveau montrer que le choix de la démocratie, ce n'est pas simplement un choix pour avoir plus de croissance économique, c'est d'abord un choix d'un modèle qui permet la liberté, qui permet l'état de droit, qui nous permet justement de pouvoir discuter de tous ces sujets sans avoir peur d'être peut-être tout de suite envoyé en prison. Il faut donc déconstruire l'idée selon laquelle la démocratie est antinomique aux cultures africaines. Là-dessus, les opinions convergent pour penser le type de modèle politique permettant de construire les institutions politiques nationales qui s'adaptent aux réalités culturelles et au type de société qu'on souhaite bâtir. Cela fait appel à la planification, une compétence indispensable, moins usitée et pourtant coutumière aux cultures africaines. Vous savez, quand on parle de planification, on parle d'une manière dont nous allons penser. Dont nous allons exécuter. Et je l'oppose en fait à cette notion d'urgence qui, vous allez le voir, revient souvent. D'accord ? Tout est urgent en Afrique. Tout est urgent dans nos économies. C'est urgent d'eux, c'est urgent d'eux, c'est urgent d'eux. Or, cette urgence est l'ennemi même de la planification. Et quand vous l'appliquez au secteur énergétique, c'est catastrophique. Donc, ce que je suis en train de dire, le postulat que je suis en train de faire, c'est que dans nos propres cultures, même africaines, nous avons tout à fait cette capacité de planifier. Ce n'est pas vrai que y a qu'en Afrique, il n'y a pas de planification, c'est pas vrai. Dans les grands États africains que nous connaissons, il y a eu à un moment donné ou à un autre des gouvernements qui ont permis de faire en sorte que les secteurs clés comme celui de l'énergie bénéficient d'une planification, un plan directeur central qui aligne tous les intérêts de toutes les différentes parties prenantes de la chaîne. Donc de l'amont pétrolier par exemple, jusqu'au transport, jusqu'au stockage, jusqu'à la distribution, jusqu'aux centrales thermiques, jusqu'au financier, etc. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est très important, il est fondamental aujourd'hui parce que nous constatons que cela manque énormément. On vous parle de développement aujourd'hui, par exemple, du secteur gazier dans certains pays, il faut le planifier. Et cette planification, en fait, je vais terminer là-dessus, il faut la voir, c'est un exercice qui est à la fois simple et complexe, mais il faut le planifier sur 25 ans, sur 50 ans. Et quand on planifie avec ce paradigme-là, tout change. D'accord ? On n'est plus sur le court terme, on est sur le long terme. Par exemple, on va commencer à penser résilience climatique. On va commencer à penser IA. On va commencer à penser croissance économique à long terme, organique. On va commencer à parler de la compétitivité de coût de l'énergie. Comment est-ce qu'on optimise tout ça ? Ce n'est pas des choses qu'on est en mesure de faire quand on est dans l'urgence. Quand vous êtes dans l'urgence, quel que soit le prix de l'énergie qu'on veut vous fournir, que le fournisseur est prêt à vous faire, vous allez l'acheter. Et cela ira à l'encontre même de vos propres intérêts. L'Afrique a plus que jamais besoin d'une souveraineté de responsabilité qui ne s'oppose aucunement à l'interdépendance, mais rejette la dépendance passive.
À cet effet, les débats se sont attardés sur les mécanismes de construction d'une souveraineté équilibrée en politique intérieure africaine. Les conditions de conquête de la souveraineté économique de l'Afrique ont été également explorées en vue de faire de ce continent la prochaine révolution économique et industrielle. Nous devons nous préparer pour saisir cette opportunité et pour bénéficier pleinement et faire bénéficier nos jeunes et nos femmes des retombées positives de cette nouvelle révolution industrielle. C'est à notre portée. Les exemples récents montrent que l'Afrique a réussi à développer des mécanismes de financement rapides et à embrasser de manière très originale les évolutions technologiques liées au système de paiement électronique. L'Afrique ne continuera plus à exporter ses matières premières. Et je pense que le Bénin a donné un exemple avec le coton. Et je voudrais saluer la zone industrielle de Glodjibé, qui est réellement une histoire de succès dont l'Afrique peut être fière. Notre continent ne peut pas se couper du monde. Il doit être un acteur à part entière, respecté, équitablement traité et stratégiquement écouté. Mais cela ne dépend que de nous. Si nous prenons la fracture géopolitique aujourd'hui, comparer le monde à celui de la guerre froide relève presque de l'euphémisme. Nous assistons à une multiplication de conflits, gelés ou ouverts, à une fragmentation des alliances et surtout à un affaiblissement du multilatéralisme. Dans ce contexte, l'Afrique est courtisée mais rarement écoutée, sollicitée mais rarement impliquée dans les décisions. C'est tout cela que nous devons renverser. Au terme de ces journées de réflexion et d'échange sur l'avenir de l'Afrique, d'importantes recommandations ont été faites par le groupe Initiative Afrique GIAF. Recommandations qui font office de bréviaire de la souveraineté dans lequel les États africains peuvent puiser pour améliorer leur politique de développement.